bienvenue à cette conf sur une présentation de ce qu'est MicroEJ, plateforme de virtualisation pour les systèmes embarqués. Je me présente, donc Thierry Joubert, cofondateur de Theoris et directeur technique. Je passe une partie de mon temps à enseigner en entreprise ou en école d'ingénieurs, différents sujets techniques ayant systématiquement trait à la programmation et au système embarqué de manière générale. C'est assez évident quand ça concerne FreeRTOS ou Qt. Pour ce qui est de Windows, effectivement, et de Linux, c'est de la programmation multitâche, programmation système, voilà, destinée aux appareils. J'ai eu l'occasion de coécrire un livre justement sur Windows Embedded Compact 7. Feu Windows Embedded Compact 7, devrais-je dire. Bon, même si le produit existe encore à la vente, c'est un projet qui a été arrêté chez Microsoft. Et cet arrêt de Windows Embedded Compact chez Microsoft a été une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé ou réintéressé à MicroEJ. J'expliquerai pourquoi. Et puis, je passe le reste de mon temps à contribuer à des projets logiciels, puisque la pratique reste malgré tout indispensable pour pouvoir parler effectivement d'informatique. Si, full screen, super. Bien. Alors, MicroEJ, pourquoi, comment? Je pense que c'est le bon ordre pour poser les questions. Alors, pour remonter un peu au pourquoi, les raisons sont effectivement souvent un peu historiques. Je suis obligé de parler de hardware, enfin, dans une conférence logicielle. De toute façon, sans hardware, on ne fait pas grand-chose. Alors, j'ai dans ce slide illustré ce slide j'ai retrouvé les photos des différentes machines sur lesquelles j'ai mené des projets depuis que j'exerce l'informatique en tant que professionnel. Donc, ces différentes machines, effectivement, ça s'étale sur bon, un certain temps, on ne reviendra pas là-dessus. En fait, la raison pour laquelle, bon, un PDP-11, une Silicon Graphics IRIX, tout ça, c'était des machines Unix. Ensuite, PC, bien sûr, une immense période sur PC, puis application mobile. Et aujourd'hui, vous reconnaissez une ESP, voilà, MCU ESP, microcontrôleur. C'est pas les seules machines sur lesquelles j'ai fait des projets, mais on va dire qu'elles étaient emblématiques. Alors, pour une simple raison, c'est que toutes ces machines correspondaient à une époque, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on serait bien normal de pouvoir acheter un PDP-11, voire même une Silicon Graphics. Les machines emblématiques de la période Silicon Graphics, c'était les Sun. Hein. Je rappelle que Sun a créé, entre autres, le langage Java et surtout a popularisé le réseau Ethernet et TCP/IP surtout sur les ordinateurs. La vague PC, la vague des téléphones portables, et puis aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle la vague de l'IoT. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les ventes annuelles, ben, j'ai dû mettre l'échelle logarithmique, hein, j'ai dû mettre une échelle logarithmique pour pouvoir faire quelque chose qui tienne dans un dessin. On est passé de 10 000 machines par an dans les années 80 à quelques centaines de milliers, puis aujourd'hui 2 milliards de téléphones par an et on annonce des chiffres faramineux par ailleurs. Alors, ces marchés, ce sont des marchés technologiques, c'est de la manufacture, hein, le hardware, c'est de la manufacture, donc il y a nécessairement derrière chacun de ces marchés une mécanique, une logique. Si je m'intéresse au PC, par exemple, la logique du PC, elle est somme toute assez simple. Plus pour le même prix. C'est-à-dire qu'un PC valait 1 000 euros ou équivalent en 1984. Alors à l'époque, évidemment, il y avait un lecteur de disquette, un écran en mode caractère CGA, bref. On pouvait avoir la couleur. Par contre, on achetait, c'était vert, jaune ou gris, mais
Voilà, on avait la couleur pour la vie. Une couleur pour la vie. Aujourd'hui, bien sûr, bah, c'est tout autre chose. Mais ça coûte toujours 1000 euros. Je parle du prix moyen d'un PC. Hein. Je ne vais pas arguer sur à combien on peut l'acheter, mais enfin, un PC professionnel, on va dire d'entrée de gamme professionnelle, a toujours coûté de l'ordre de 1000 euros. Les fabricants du monde PC ont profité de la, on va dire de la loi de mort pour survivre en nous faisant racheter des PC, en nous fournissant mieux pour le même prix. Alors, si on regarde, et ça marche un peu pareil pour le téléphone. Alors, le téléphone, il y a un truc un peu spécial, c'est que pour l'instant, c'est mieux pour plus cher, mais ça devrait se stabiliser de la même manière. Dans l'IoT, la règle du jeu est complètement différente parce qu'en fait, dans l'IoT, vous achetez un périphérique. L'ordinateur, on n'en parle même pas. Il est rare que les fabricants communiquent sur le fait qu'ils mettent des ordinateurs dans leur device. Le seul fabricant de voitures dont j'ai vu une pub avec des puces et des résistances était Citroën il y a quelques années. En fait, je crois qu'ils ont arrêté. Bref, donc dans ce domaine, on est dans une logique qui est très différente, qui est plus pour moins cher. Plus pour moins cher parce que de toute façon, le device existe, donc l'ordinateur que l'on met dedans, l'informatique qu'on met dedans, il va falloir qu'elle justifie sa place en fait. Enfin, tous ces périphériques que vous voyez là, enfin périphériques, excusez-moi, produits, tous ces produits du commerce, ils sont déjà largement optimisés d'un point de vue manufacturing. La concurrence est terrible là-dessus. Et donc, le logiciel n'échappe pas, en tant que nouveauté, il n'échappe pas à la règle de si tu apportes quelque chose, il va falloir faire gagner de l'argent. Et alors, comme je l'illustre là, gagner de l'argent, c'est à la fois coûter moins cher. Vous voyez le prix des CPU dans ce domaine, hein, 1 à 2 dollars, alors que dans un PC, on parle de allez, 2 à 300 dollars. Et puis, dans un téléphone portable, on est quand même autour de 20 à 40 dollars. Donc, 40 dollars étant le prix d'un premier atome de PC. Hein. Mais n'essayez pas de faire tourner Windows 10 dessus. Donc, effectivement, on va avoir une tendance forte dans le monde de l'IoT à descendre voilà, vers les prix faibles. Très bien. Voilà la règle telle qu'elle est fixée au niveau hardware. Ce que nous impose le hard, le marché du hard. Alors, si je reprends mes vagues de tout à l'heure, et c'est vraiment les mêmes vagues, c'est-à-dire que c'est les PDP-11, Sun, Microsoft PC ou Mac d'ailleurs, et après l'arrivée du mobile. Au niveau du logiciel, chacune de ces vagues nous a apporté quelque chose. Unix, les operating systems dans les années 80, c'était Unix d'un côté et l'operating system de DEC, qui d'ailleurs a été racheté par Microsoft à la fin des années 80 pour faire NT, donc de toute façon tout ça a la même racine. Sun a très largement popularisé le réseau. Les machines Sun ont été les premières qui arrivaient avec un connecteur Ethernet direct. Hein, à l'époque, c'était du coax. Et on avait tout de suite NFS. Enfin bref, les machines étaient nativement en réseau, donc c'était plus que de simples terminaux avec une ligne série. On va dire qu'avec Sun, on est passé du TTY quand même au socket, quoi. Au port TCP, on va dire. Ensuite, les années 2000, alors le graphisme était présent, bien sûr, à l'époque, un peu à toutes les époques, mais il s'est vraiment imposé, on va dire, dans les années 2000 avec au moins au niveau du PC, l'arrivée de XP. XP, c'est le premier système Microsoft qui, quelque part, rattrape son retard sur Apple. Et puis, enfin, la vague mobile qui, elle, s'est fait très, très vite. Apple, puis Android, qui, euh, qui finalement n'en est que de fonctionnalité. Alors, le soft, ça s'empile. Voilà. Autant en hard, on jette. En tant qu'informaticien, la machine que j'utilisais il y a 30 ans, 40 ans, elle n'existe plus, on ne peut plus la trouver. Par contre, dans mon téléphone Android aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un Unix comme j'avais dans ma machine de l'époque. D'ailleurs, on se le partageait à 70 à l'époque, l'Unix. Aujourd'hui, c'est un Unix pour moi tout seul. Mais
on ne jette rien dans le domaine du soft. Et c'est un problème, en fait, parce que aujourd'hui, Pierre Fichu en parlait tout à l'heure dans sa conférence, un build, enfin le système de build de Android, c'est 90 gigas, c'est-à-dire que ça pose même des problèmes, ça rentre pas dans un Git, bref. On arrive à ce qu'on appelle du bloatware, de l'obésiciel aussi, bref, ça porte différents noms. Ça nous amène à une situation qui est assez particulière pour avoir traversé toutes ces années, c'est que aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue, en tant que le sauveteux, dirais-je, la zone des 500 kilos, 100 mégabytes est un immense désert. Moi, je trouve plus rien là. C'est effectivement, soit je suis sur de l'approche microcontrôleur, Threadix, FreeRTOS, effectivement, où on parle en kilobytes, en dizaines de kilobytes, soit carrément, bah, on attaque du Yocto, très bien. On peut avec Yocto faire quelque chose d'assez serré d'un point de vue Linux, on est d'accord. Maintenant, le premier développeur qui débarque va râler s'il n'y a pas de gestionnaire de package. Et s'il y a un gestionnaire de package, il va commencer par faire des apt-get et vous finissez l'heure à 250 mégas minimum. Or, il a besoin de son Python 2, de son Python 3, il a besoin de son je ne sais quoi, de son Doom et autres bibliothèques C++ qui arrivent monolithiques, bref. Et ça, c'est un problème parce que, premièrement, ça nous contraint à faire de grosses plateformes. Cette situation est un frein à la baisse des prix, c'est un frein à l'avancée de l'IoT parce que on paye ces plateformes très cher. Donc, MicroJ, en fait, lui, se situe à cette frontière. C'est-à-dire qu'en fait, MicroJ, c'est quelque chose qui est dans le camp des 100 kilos. Voilà, MicroJ parle en kilos, mais en fait, il offre un environnement de travail qui permet d'avoir une productivité et une gestion de projet du niveau, effectivement, des Android et autres. D'accord? L'idée est là. L'idée de départ est là. L'idée est assez ancienne. Hein. MicroJ, l'histoire commence en 2004. Si je prends aujourd'hui la situation, le paysage, en mélangeant hard et soft, hein, si je représente le logiciel sur un plan matériel, cette fois, les MCU à gauche, les microcontrôleurs à gauche et les microprocesseurs à droite, eh bien, je vois que j'ai une position très forte là, à la fois, bien sûr, en logiciel, je l'ai déjà montré tout à l'heure, mais également en fonctionnalité, du coup, parce que, bien sûr que ça va être difficile de monter en puissance sans avoir des outils logiciels adaptés. Et effectivement, MicroJ a pour objectif de se situer à cette frontière, et ce, depuis le début. L'idée de MicroJ de départ, elle est très simple, puisque la majorité des développeurs ne vont pas redescendre à la compétence embedded, c'est assembleur, il faut que l'embedded vienne à eux, tout simplement. Donc, MicroJ touche ce trou, d'accord. En comparaison avec Android, c'est important parce que c'est bien la population des développeurs Android qui est visée ici. Comment faire des projets embarqués avec des gens dont la compétence et les habitudes de travail sont effectivement à l'aune du logiciel mobile d'aujourd'hui. Petite empreinte mémoire, 128 kilobytes. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, 32 MB, je pense que c'est effectivement un minimum et je ne sais pas très bien quel téléphone aujourd'hui tournerait avec 32 MB. Low power, c'est extrêmement important. Effectivement, on va être à 16 MHz pour faire tourner du Android. Excusez-moi, pour faire tourner du MicroJ. Android, c'est autre chose, c'est 10 fois plus, c'est plus de 10 fois plus. Et puis low cost, j'en parlais, c'est extrêmement important. Le prix des microcontrôleurs. Alors, si on regarde un projet embarqué, effectivement, il y a une difficulté, c'est qu'on a un développement hardware qui doit se faire par étapes et un logiciel qui doit se dérouler souvent en même temps, avec la validation qui est lancée dès que le produit final est disponible et shipper le plus vite possible, vendre le plus tôt possible, parce que c'est quand même ça qui ramène de l'argent, quitte à devoir
installer les apps après coup, être capable d'installer les apps, d'avoir au moins une politique de mise à jour, soit carrément une politique de type apps. Ce qui intéresse effectivement énormément l'industrie, le modèle de l'App Store, effectivement, ou tout du moins des applications Android, est extrêmement intéressante. Donc MicroJ a une offre produit qui répond à ce besoin. L'offre produit de MicroJ, elle est faite de 3 choses. Un SDK, qui est un environnement de développement capable de builder un firmware à installer sur une cible. MicroJ Studio, qui est destiné à développer des applications pour une plateforme qui a été préparée avec le SDK. Donc MicroJ est l'équivalent du Android SDK, si vous voulez, là où le SDK serait le NDK d'Android. Et puis par ailleurs, on a un repository d'applications, donc un lieu d'hébergement d'applications dans lequel effectivement les utilisateurs vont pouvoir venir installer, chercher leurs apps avec tout le protocole effectivement d'installation qui va bien. Donc voilà ce que couvre MicroJ, ce qui fait que par rapport à la problématique logicielle dans un projet embarqué, effectivement, on a des outils pour chaque étape de ce projet. SDK pour les développeurs de plateforme, firmware. L'application development, on va avoir le SDK ou Studio, parce que, bon, évidemment, quand on peut développer l'OS, on peut aussi faire des apps, mais voilà, donc certaines apps peuvent être faites avec le SDK, d'autres apps peuvent être faites avec le Studio. Et puis, on a VE, c'est-à-dire qu'on a un émulateur, un simulateur, excusez-moi, un simulateur d'équipement taillé autour de la plateforme matérielle pour, du firmware installé sur la plateforme matérielle pour offrir aux développeurs qui travaillent sur les simulateurs exactement les mêmes API, les mêmes interfaces et un comportement au plus près de ce qu'il aura en finale, ce qui permet de passer un maximum de temps sans avoir le matériel. Au niveau validation, c'est pareil. SDK, Studio sont des outils qui contiennent de l'outillage spécifique, mesure mémoire, couverture mémoire, suivi effectivement des performances et autres, qui vont permettre de mesurer les performances et de valider la plateforme. Et enfin, après shipment, après que cette plateforme soit mise sur le marché, développement d'application avec Studio et en utilisant la forge. Donc là, le cœur de l'idée, c'est développement rapide. D'accord? Donc, très rapidement, standalone app, SDK tout seul, ça ressemble énormément à un firmware, sachant quand même que l'application n'est pas développée en C, elle est développée dans un langage de haut niveau, au-dessus d'une virtual environment, mais qui est incrustée dans le firmware. D'accord? Ce qu'on appelle une application standalone en micro-EJ. Et puis l'autre modèle, alors vous allez me dire, il ressemble beaucoup, oui, parce qu'il commence pareil, sauf que est ajouté dans le firmware un moteur d'application cloud qui va permettre, Forge, hein, qui permet ensuite à des application developers de venir rajouter des applications, ce qui fait que l'industriel ou le client final peut adapter son device par rapport à j'allais dire un hangar, un repository d'applications. Excusez-moi pour le franglais. La VE, comment est-elle construite? Alors la VE, c'est, je vous l'ai dit, c'est un firmware. Donc on va retrouver les composantes d'un firmware, BSP, driver, la couche bleue que je qualifierais de propriétaire micro-EJ, c'est-à-dire que ce que produit micro-EJ, c'est effectivement cette mécanique archi-optimisée à la fois par rapport à une architecture matérielle et à une chaîne de compilation. Ça, c'est important. Au-dessus de ça, on va avoir des bibliothèques de services, puis tout en haut, des applications qui viennent s'exécuter en côte à côte, ce qu'on appelle sandbox apps, hein, c'est-à-dire que dans le modèle Forge, les applications s'exécutent en modèle côte à côte avec des heaps séparés, hein, des espaces mémoire séparés, et puis un modèle d'installation, de désinstallation, de démarrage, d'arrêt, voire même de communication interapplication à travers des interfaces d'interopérabilité. Chose assez classique dans ces environnements séparés. Ce qu'on pourrait appeler de l'IPC quelque part. Il y a une forme d'IPC structurée
entre applications sandbox. Donc, ça permet de bâtir quelque chose qui est tout à fait structuré d'un point de vue architecture logicielle, d'accord? Puisqu'on a les services équivalents à ce qui va se passer sur un Android. D'ailleurs, les interfaces de lancement d'application vont être les mêmes que sur Android, background task, activity, bref, pour ceux qui connaissent, on retrouve ce modèle exécutif. C'est pas pour rien, effectivement, que Micro-J se compare à Android. Hein. Il y a une très forte similarité dans l'approche vis-à-vis du développeur final. Évidemment, en interne, il y en a un qui parle en kilos, l'autre, on l'a dit, hein, en dizaines de gigas au niveau de son environnement, au moins, de compilation. Si on détaille un tout petit peu le runtime VE, voilà de quoi il est constitué. Donc, on a une couche hardware, évidemment, spécifique, un RTOS, la plupart du temps, même si ce n'est pas une nécessité, c'est-à-dire que MicroEJ peut être installé directement bare metal sur une plateforme matérielle. Très souvent, il y a quand même un OS, un RTOS, FreeRTOS ou autre. MicroEJ a été porté sur la majeure partie des RTOS du marché, tout simplement parce que il y a effectivement une certaine facilité à disposer de threads au niveau bas qui peuvent relayer effectivement des gestions de sockets, des gestions de périphériques un peu sophistiquées. C'est clair, enfin, si vous montez une stack IP, de toute façon, il faudra des threads. Enfin, il faudra, c'est en tout cas beaucoup plus facile. Et puis, il y a potentiellement des applications legacy, c'est-à-dire que dans votre solution, tout n'est pas nécessairement écrit en langage du haut niveau MicroEJ. Certaines parties peuvent être des applicatifs temps réel qui ont besoin de tourner et qui doivent être hébergés dans un RTOS et qui vivent côte à côte avec le runtime MicroEJ. Donc ça, c'est prévu. C'est typiquement ce qui nous a, à l'époque où effectivement Microsoft a arrêté Windows CE, ça c'est une des choses extrêmement importantes qui nous intéressait dans Windows CE, c'était la capacité de faire cohabiter des IHM en C# avec des threads temps réel. On retrouve bien sûr ça dans MicroEJ, mais dans une approche microcontrôleur. Pour le reste, on va trouver un BSP, au-dessus d'RTOS un BSP, des bibliothèques d'accès bas niveau, puis une couche d'abstraction qui permet de connecter le code d'exécutif MicroEJ à ce niveau bas qu'est, on dirait, le C. On pourrait dire ici qu'en gris, on a du C, en orangé, on a du Java. Le Graphic Engine qui est dessiné en orangé, attention, lui, la plupart du temps, est écrit en C, évidemment, pour des raisons d'optimisation. La séparation, c'est plus la couche entre les Foundation Libraries et la partie basse. La séparation entre le Java et le C plutôt que les couleurs. Alors ça, c'est l'environnement tel qu'il existera dans un device, tel qu'il est construit pour aller dans un device. Bon, le gros intérêt, évidemment, c'est que vous comprenez bien que la partie orange du haut, elle est complètement standard pour toutes les bibliothèques de base, puisque de toute façon, c'est un environnement virtualisé. Le simulateur, il est important, je vous le disais, parce que très souvent dans nos projets, on n'a pas le hard au moment où on développe, et puis même quand il y a le hard, c'est quand même extrêmement pratique. Il y a souvent des contraintes liées à ce hard d'installation, de choses diverses et variées, d'interactivité. Donc c'est extrêmement pratique pour le développeur de disposer d'un très bon simulateur. Et donc ce simulateur, en fait, il reprend exactement la machine MicroEJ. Hein, c'est là où c'est important, c'est que c'est bien les mêmes bibliothèques. Ces bibliothèques sont elles-mêmes portées sur un runtime Java, d'accord, qui est disponible sous Linux, Windows, macOS, d'accord, et c'est ce runtime Java qui est reconnecté au Foundation Library, c'est-à-dire que votre application, quand elle tourne en simulateur, n'attaque pas directement la JVM locale, elle attaque MicroEJ qui lui-même repose sur une implémentation Java locale, voilà. Alors, exemple d'un projet, un projet parmi ceux qu'on a pu faire avec MicroEJ, c'est le projet SOWI. Alors, on le voit furtivement à la télévision de temps en temps quand approche l'hiver d'ailleurs, parce que c'est un produit qui est destiné à piloter
du chauffage, enfin piloter de la consommation d'énergie en fait. Et la console, on va dire la zapette, ce que j'appelle une zapette là, graphique verticale qui se détache de la base et qu'on peut balader comme ça. C'est un périphérique tactile sur lequel on peut effectivement visualiser un certain nombre d'informations, informations issues de l'Internet ou informations concernant votre consommation. Vous pouvez régler votre conso via cette interface, privilégier le confort ou privilégier les économies d'énergie qui sont souvent pas toujours compatibles. Bref. Donc, écran tactile, GUI, très spécifique le GUI, là, un écran noir, il a fallu refaire toutes les fontes. Vous imaginez bien que là, on n'a rien de standard dans un truc pareil, c'est de l'embarquer pur beurre. Il a fallu fabriquer les fontes, et ça a été fait avec MicroEJ. Des capteurs intégrés, et puis un protocole de dialogue avec une plateforme de service, qui en l'occurrence est MQTT, pour récupérer les différentes infos que vous voyez là qui viennent du web, et l'authentification ainsi que les éléments de contrat. Alors, un rapide tour de MicroEJ dans les minutes qui nous restent. Donc, voilà, faut, dans toute présentation digne de ce nom, dans ce type de conférence, il faudra bien à un moment donné voir un petit peu de code. Donc, nous y venons. Alors, voilà le SDK chargé avec une plateforme. Voilà, donc ce que j'ai entouré ici, c'est les projets qui constituent une plateforme. Voilà, si j'ouvre, je vais trouver le BSP. Il s'appelle FrereTOS BSP. Si vous regardez dans les sortes parties, ben, on a bien FrereTOS ainsi que LPIW, FATFS. Bref, des choses ST, qui est une fourniture ST, donc les bibliothèques ST. Par ailleurs, on a au niveau du SDK les drivers, le BSP directement issu, bien sûr, du code livré par ST dans le cadre de sa plateforme. À côté de ça, on a un autre répertoire, le FP, Front Panel, qui est le simulateur. Et on le verra parce que j'ai prise de vue de la démo d'une application qui tourne là-dessus. Donc, vous voyez, tout ça, c'est intégralement du code. Vous faites ce que vous voulez dans votre code C, là, à ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez dans votre simulateur, d'un point de vue look, d'un point de vue bouton actif, c'est vous qui décidez. Le button listener, vous voyez, là, celui-là n'a qu'un bouton, c'est très simple, mais si vous avez des choses sophistiquées à mettre en place, eh bien, il faut le créer au niveau graphique de votre panel et ensuite vous implémentez les comportements du simulateur, parce que là, on attaque, je rappelle, une JVM dessous, d'accord. Des helpers. Alors, évidemment, il y a un ensemble de librairies fournies avec MicroEJ, c'est le gros intérêt de la chose. Et puis, des outils. HipDumper, Shield Plug Client qui permet de mettre en place de la connexion avec les couches basses. On va avoir Test Suite, Trace Analyzer. On va avoir un analyseur de fichiers map. Enfin bref, tout ce dont on a besoin. On a aussi le font generator, hein, qui est l'outil qui permet de fabriquer des fontes spécifiques. Image Generator qui permet effectivement de compresser des images, une image RGB que l'on va passer en 555 sans transparence ou ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qui viennent avec. Bien sûr, dans l'idée d'accélérer et d'aider le développeur. La configuration de plateforme, où on va définir quelles sont les librairies embarquées dans la plateforme. Et puis, voilà, une application widget qui est compilée là avec le SDK. Donc, en fait, vous voyez, c'est du widget, je dirais, classique développé là en Java. Et l'application, vous voyez en bas, tourne dans l'émulateur de base fourni avec la carte ST STM32F7. Là. Voilà, donc on a le bouton bleu qui est actif. Et puis, on peut visualiser cette application qui est le sample fourni avec MicroEJ, qui montre les différents arrangements graphiques, les différentes widgets disponibles pour développer des applications graphiques telles qu'on les attend aujourd'hui sur ce type de device. Comme disait Pierre Ficheux dans sa présentation, ce qui attire les gens dans Android comme plateforme, c'est effectivement qu'ils sont rassurés par le fait que ça va leur amener du look and feel Android. D'accord. Et là, en plus,
bah, l'application, elle est en Java, donc elle se fait dans les mêmes approches qu'Android. Voilà. Merci d'avoir suivi cette présentation. Désolé pour les contretemps de ce matin. Alors, je vais reprendre le chat. Euh, voilà. Alors, le chat, le chat. Est-ce que c'est le chat? Non. Est-ce que c'est... Le son est bon. OK. 15 secondes. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Couper ma vidéo. Bonjour à tous. Des questions? Vous êtes tous filés dans la conf d'à côté. Alors, tac, paf, l'aspect 2 gigas. Android, c'est 10 fois plus. OK. C'est une licence commerciale, oui, 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 bien sûr. Un lien avec J2ME. Pas tout à fait, non. L'aspect, c'est EDC. EDC, l'aspect. C'est pas J2ME. Je s'en ai pas très très loin, hein. Licence commerciale, oui. Alors, licence commerciale pour le SDK. SDK en licence commerciale. Le Par contre, le studio est libre. Et la suite du produit d'une boîte française, non. Alors, la suite, enfin, ça existe depuis longtemps, c'est IS2T. Hein. IS2T, à l'origine. Le nom d'origine. MicroJ était le nom du produit et c'est devenu le nom de la boîte. Voilà, tout à fait. On est synchro, Pierre. IS2T, je devrais dire Fred Rivard, parce que effectivement, il est bien connu. Non, non, ça n'a pas coulé du tout. Je bossais activement avec eux euh, à l'époque où ils ont changé de nom. Ils sont maintenant aux US. Aux US depuis 2016, je crois. 2000, je vais dire 2017, ça c'est sûr. Oui, Pierre, tu n'étais pas bien informé. Mais bon, ça arrive. Hein. Il y a d'autres boîtes qui s'appellent comme ça, je crois. Donc, 2017, merci. C'est bien ça. Ils sont installés du côté de Boston. J'ai eu l'occasion de donner une formation pour eux il y a exactement pile un an pour un de leurs gros clients aux US qui s'appelle Zebra. Zebra, qui est un fabricant de terminaux à la fois de paiement, d'imprimantes de badges et de terminaux vous savez, avec les lasers, là, les trucs de caisse de supermarché ou d'inventaire. Voilà, entre autres. Donc, non, non, code barre, oui, absolument, merci. Et je fais des formations micro-J, bien sûr, je suis sollicité de temps en temps. Alors, ils font eux-mêmes leur formation, donc en fait, c'est, je dirais, en fait, je fais des formations et je bosse avec eux pour écrire les formations et écrire la doc un peu. Voilà. Si vous récupérez le PDF de SDK Guide, on va dire l'aide, le document d'aide au développement d'applications Sandbox, c'est moi qui effectivement l'ai écrit à 80%, 70-80% en 2000, fin 2016, je crois, quand ils ont sorti le modèle Sandbox. Une opinion de JavaScript dans l'embarqué. Ah, bon, là, on est d'accord que MicroEJ, c'est Java. Enfin, en tout cas, ce que j'ai présenté, c'est Java. Euh, alors, je constate que Qt l'a choisi. OK. Qt l'a choisi. Oups, désolé, je vais faire capoter. Qt l'a choisi. Euh, le Qt l'a choisi. Je sais que MicroJ travaille dessus. MicroJ travaille dessus.
Bon, voilà, je le dis, mais je ne l'écrirai pas. De toute façon, c'est enregistré. Euh, bon, j'ai bavé suffisamment longtemps sur Java C Sharp dans l'embarqué pour finir par en faire et en être très content, pour réserver mon opinion. Disons, en pur réflexe, j'aurais tendance à vomir sur JavaScript dans l'embarqué, mais ça n'est qu'une question de runtime bien fait, en fait. D'accord? Moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt TypeScript que JavaScript qui gagne dans ce domaine parce que. Et puis, Node.js, je ne l'ai pas encore vu sur des microcontrôleurs aujourd'hui, hein. Mais si on pouvait avoir JavaScript sur microcontrôleur, Qt le fait avec sa nouvelle, mais dans un outil propriétaire, hein. Euh, JavaScript, ok. Merci pour l'info. Oui, absolument. Du vrai JS. Alors après, c'est la question du vrai ou du faux. Ouais, 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 c'est tout à fait Qt quand on fait quand on fait du QML, là, quand on fait leur nouveau truc là pour être cross-platform. Euh, le Qt, moi, c'est pas ma pratique de Qt, mais on définit le graphisme en XML et on écrit les comportements en JS. Euh, non, non, c'est pas concurrent, parce que c'est côte à côte en fait. QML, c'est la partie statique graphique et puis JavaScript, c'est la partie action. Ok, exactement comme XAML et C Sharp. Si je ne, voilà, absolument. QML, c'est juste la description. Ok, bien, très intéressant. Oui, je suis intéressé par Philippe là. Si tu as des infos sur JavaScript, tu as mon mail, je pense, hein. Je l'écris. Une façon de se contacter. Voilà. Comme je donne des cours, voilà, faut être informé parce que parfois les étudiants sont plus au courant que nous. Je n'en doute pas un instant. Je l'ai suivi dans la conf. Je l'ai suivi dans la conf. Et j'ai suivi sa conf. Il fait beau à Rennes. Ici, il fait un temps breton. Alors, ok, je note. Tyson. J'ai cité Tyson, hein, tu as remarqué que j'ai cité Tyson dans mes slides, Philippe. Même si je suis allé voir sur le repo, c'est idle depuis 5 ou 6 ans, je crois. Je suis allé voir sur le. Ah, Tizen RT. Ok, ok, ok. Autant pour moi. Bien, écoutez, quand ça marche, c'est un plaisir. Euh, Mais non, bon, on apprend, c'est super. J'espère que. Ok, écoute, merci Pierre. J'espère. Bon, j'ai mis un peu de code à la fin. J'espère avoir expliqué le pourquoi du comment. Euh, Bref. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, ce que j'adorerais, c'est que ce soit open source en licence MIT, hein. Alors là, en licence MIT, c'est un killer total, quoi. D'accord? En fait, il faudrait qu'il leur arrive un peu la même chose que ce qui est arrivé à Threadix récemment, là, où Threadix a été racheté par Microsoft. Ah oui, bah écoute, oui, enfin, tu connais comme moi, hein. Threadix, qui était payant, très bien, mais payant, a été racheté par Microsoft, qui a tout mis gratos. Paf. Donc maintenant, Threadix, toute la techno Threadix, plus l'assertif et tout le bazar, c'est gratos, quoi. Donc, ouais, si MicroJ suivait le même chemin, peut-être pas de la part de Microsoft, mais plutôt de Google, hein, vu les affinités, ce serait un killer dans le monde des MCU, ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Parce qu'ils sont près de leurs sous, hein. Vous les connaissez comme moi, le monde du MCU, hein. Ils sont quand même très très près de leurs sous, quoi. Euh, Bref, je vais juste terminer sur un truc. Je vais juste vous partager mon écran sur quelque chose que j'ai bien aimé dans dans leur slide. Allez, CTRL C. Je vous copie une image dans le. Tu peux le faire ça. CTRL V. Alors, attach. Je vais juste la mettre rapidement sur un truc.
Bougez pas, parce que je peux pas attacher, je peux pas copier-coller une image visiblement. Paste, CTRL V. Je terminerai là-dessus. Je vous mets en partage d'écran, allez. Très rapidement, j'abuse de mon temps, mais c'est pas grave. Partager. Je vous montre le petit crowbar qu'ils mettent. Voilà, regardez. J'adore ce truc. Oups. Too busy pour improvement. Je vais supprimer tout le bazar. Voilà. Je le fais très vite. Ça, c'est du vite fait, ça. Comment démolir un slide. Voilà. J'aime beaucoup. Je pense pas qu'elle soit deux, mais j'aime bien. Voilà. Je terminerai